Bonjour Patrick Caner. Bonjour. On va parler du budget, de l'aide à mourir, de l'avenir du Parti socialiste à l'approche de la prochaine présidentielle. Mais avant, on voulait votre avis ce matin sur une annonce d'hier soir, Emmanuel Macron, qui engage une procédure accélérée pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, et ce, dès la rentrée prochaine. Il y avait urgence? Oui, et alors pour nos auditeurs, une procédure accélérée, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale, une seule lecture au Sénat et une commission mixte paritaire pour essayer de trouver un accord. Oui, il y a urgence. C'est un sujet de société qui est majeur et on voit bien aujourd'hui les dérives, les dégâts sur l'esprit de beaucoup de nos jeunes. Simplement, et ce sera sûrement l'interrogation que nous porterons au Sénat quand le texte arrivera, c'est comment mettre en œuvre. Comment mettre en œuvre, vous savez, moi j'ai un petit-fils de 10 ans qui a reçu son premier portable. Téléphone portable. Et donc, si je fais le calcul, 10 à 15 ans, c'est près de 4 millions de jeunes qui sont concernés. Donc, comment on les accompagne, comment on prévient les dérives. Voilà, en tout cas, oui, il faut s'en saisir. La recette miracle n'existe pas dans les pays qui ont tenté en tout cas de mettre en place cela. Du côté de la France insoumise, justement, on parle de paternalisme numérique. Est-ce que c'est à l'État de jouer ce rôle de régulateur ? Écoutez, l'État doit avoir cette mission de régulation. Il a la main, entre guillemets, sur l'éducation nationale. Il doit aussi s'appuyer sur les collectivités territoriales qui font de la prévention, notamment les départements. Donc, tout cela doit s'écrire dans la loi, en tout cas s'inscrire dans une démarche positive pour les jeunes, puisque aujourd'hui, c'est vrai que passer plusieurs heures par jour... 4 heures par jour pour les adolescents sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est une porte ouverte à tous les risques, à tous les débordements. Donc, il est important que le Parlement s'en saisisse. Patrick Caner, j'imagine que vous avez entouré d'une croix rouge la date du 11 octobre prochain dans votre agenda, puisque l'on l'a appris hier, c'est la date de la prochaine primaire de la gauche et des écologistes qui sera organisée. Marine Tondelier a notamment pris la parole hier pour défendre son principe. Marine Tondelier, patronne des écologistes. C'est un très mauvais budget. Je vais prendre un exemple. Pour les fonctionnaires, 5 millions de fonctionnaires, leurs salaires vont encore baisser cette année. Le budget de l'audiovisuel public. Alors, ce n'est évidemment pas le bon sens. C'est Sophie Binet qu'on vous fera sans doute écouter plus tard. Ce qu'elle disait, Marine Tondelier, c'est que la seule façon d'y arriver, c'est d'y aller ensemble, de se départager, d'avoir une candidature unique à gauche, que tous ceux qui pensent l'inverse se trompent. Est-ce que vous vous réjouissez de cette primaire ? Écoutez, je sais que l'union de la gauche, d'une partie de la gauche en l'occurrence, ça peut être un totem pour certains. Moi, j'ai l'âge et l'expérience qui montrent qu'en 81, 88, 2012, la gauche socialiste a gagné ses élections présidentielles dans une diversité. Vous connaissez l'adage, dans un scrutin majoritaire à 2 tours, on choisit au premier tour, on élimine au second tour. Donc oui, c'est bien d'avoir une dynamique. Mais la dernière fois où nous avons eu un candidat unique pour la gauche, cette gauche, à savoir gauche du PC, qui n'y est pas là pour l'instant, les Verts, les radicaux de gauche, le MRC, c'était Benoît Hamon. En 2017, il a fait 6,35%. Donc c'est une mauvaise idée ? Je ne dis pas que ce soit une mauvaise idée, je dis simplement que ce n'est pas automatiquement ce qui permettra à la gauche... Mais le Parti socialiste y participera ou pas ? Parce qu'il y avait Olivier Faure au premier rang de cette conférence de presse, on a bien compris que la candidature l'intéressait. Comment vous regardez cette présence ? Elle n'a pas encore été validée par les instances du Parti socialiste ? Si vous voulez, je suis très perplexe sur la présence d'Olivier Faure à cette conférence de presse. Qu'il soit présent à une réunion de travail sur la mise en œuvre d'un programme de gauche, je n'ai aucun problème. Mais sa présence, alors qu'il n'avait pas de mandat du Bureau national du Parti socialiste, qui est notre instance décisionnaire, eh bien ça me gêne, oui, je dis ça me gêne. Il a commis une faute ? Et surtout, il a communiqué hier, en fin de soirée, pour dire tout l'intérêt qu'il portait à la démarche. Ça relève de la décision souveraine des militants socialistes. Donc il s'est trop avancé, il a joué sa partition plutôt que la partition des socialistes ? Il y croit, il a le droit d'y croire. Moi, les primaires, vous savez, je suis perplexe. J'ai vu la primaire populaire avec Madame Taubira en 2012, et on sait ce que ça a donné au bout du bout. Donc, je pense qu'il faut donner du temps au temps en la matière. Et pour moi, le temps au temps, c'est d'abord l'échéance municipale. Nous regarderons d'abord quels sont les rapports de force
au sein de la gauche, de cette gauche, pour les municipales, et nous pourrons ensuite mieux décider. Donc, et c'est ce que nous avons nous-mêmes acté dans notre bureau national du mois de janvier dernier, du 13 janvier dernier, pour être très précis, l'installation d'un comité de préparation des élections présidentielles qui sollicitera le vote des militants socialistes après les municipales. Donc pour résumer, pour l'instant, Olivier Faure s'est avancé, les socialistes ne sont pas tous engagés vers cette primaire. Je respecte l'intérêt que porte Olivier Faure en tant que militant socialiste à cette démarche, mais Olivier Faure est premier secrétaire et son rôle est de mettre en œuvre les décisions souveraines du Parti socialiste. Donc vous condamnez sa présence et le mot de condamner est bien trop fort. Je vous exprime n'était pas à sa place. Grande réserve sur cela. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion par le fait que Olivier Faure soit présent à cette conférence de presse qui annonce les choses. D'ailleurs, ce que j'ai vu sur les images qu'on voit pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision, qu'est-ce que je vois? Je vois le groupe des Verts à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas Raphaël Glucksmann, il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas Fabien Roussel. C'est donc une partie du Parti socialiste et les écologistes. C'est Olivier Faure et le groupe des Verts à l'Assemblée nationale, puisque debout de M. Ruffin, l'après de Mme Clémentine Autain, Génération S de M. Lucas, je leur fais de la pub, et les Verts, c'est le même groupe. Et d'ailleurs, des collègues que je respecte, mais qui sont incapables, par la petitesse de leur force politique, de composer un groupe à l'Assemblée nationale. Petite primaire de la gauche, on l'aura compris. On voulait aussi vous entendre sur le budget. Oui, sur le budget, effectivement, puisque l'examen du budget va commencer demain au Sénat. Patrick Kanner, la droite sénatoriale a accepté, après négociation, de ne pas l'examiner, mais de le renvoyer d'emblée à l'Assemblée. Ça fait 10 jours de gagné pour le gouvernement. C'est une bonne chose ou une occasion ratée? Alors, tout d'abord, nous n'avons pas encore eu ce débat au Sénat. Ça paraît bien parti parce que la droite a dit qu'elle était en faveur, et Gérard Larcher ce matin. Oui, donc effectivement, nous aurons ce qu'on nous appelons, je pense jeudi prochain, ce qu'on appelle une question préalable qui renverra le budget à l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. Oui, il faut maintenant aller vite. Je veux dire, encore une fois, ce projet de loi de finances n'est pas parfait. Loin de là, sinon nous l'aurions voté, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour le PLFSS, qui n'était pas parfait, mais qui avait des avancées. Donc voilà, il faut en terminer. Vous savez, je participe à de très nombreuses cérémonies de vœux en ce moment. Je n'entends aucun maire me dire « mais continuez le débat, allez-y ». Non, ils veulent un budget pour la France. Mais justement, ce budget, il est bon ou pas? Parce que on va vous entendre dessus, mais on a posé la question à votre place à Sophie Binet, justement, qu'on a entendu tout à l'heure, la secrétaire générale de la CGT. Et voici sa réponse sur la qualificatif. C'est un très mauvais budget. Je vais prendre un exemple. Pour les fonctionnaires, 5 millions de fonctionnaires, leurs salaires vont encore baisser cette année. Le budget de l'audiovisuel public va baisser. Le budget de la culture continue à baisser avec une catastrophe dans tout le secteur culturel. Pourquoi? Parce que le gouvernement refuse de taxer les riches. Patrick Kanner, si on suit son raisonnement, à Sophie Binet, vous avez participé à l'élaboration d'un très mauvais budget. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je respecte Mme Binet, mais elle n'est pas parlementaire. Elle a le droit de commenter le travail du Parlement, naturellement. Mais elle a mis le doigt sur des choses qui me posent effectivement problème. Mais en même temps... Lesquelles? Sur l'audiovisuel public, par exemple, je suis ici sur une chaîne, je peux vous dire que nous allons nous battre. Et d'ailleurs, je vais émettre avec quelques autres collègues une tribune cette semaine pour dénoncer cette baisse des crédits à l'audiovisuel public que je défends mordicus, ainsi que vous le savez. À partir de là, néanmoins, oubliez l'année blanche. Le 1 euro pour les repas pour les étudiants dans les restaurants universitaires, la remise en route de la prime Rénov', tout cela montre que oui, notre négociation a pu être utile. Moi, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Nous n'avons pas tout obtenu, notamment en matière de justice fiscale. Mais néanmoins, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a là un point d'équilibre qui est acceptable et qui justifie pleinement notre non-censure sur ce vote du budget la semaine prochaine. Une des revendications des sénateurs, c'était que les communes, les départements soient épargnés des mesures d'économie. On rappelle que ce sont les maires qui votent pour les sénateurs, qu'il y a des sénatoriales en fin d'année. Est-ce que ce n'était pas un peu électoraliste comme objet de négociation? Mais les collectivités territoriales ont toujours été associées à l'effort de la nation, parfois durement. Et là, l'effort qui était prévu était de plus de 4 milliards d'euros. Il est ramené à 2 milliards d'euros.
Voilà, donc oui, notre négociation a été utile pour les collectivités territoriales, même si, encore une fois, la maquette définitive est loin d'être parfaite. Mais à un moment donné, il faut choisir. Est-ce qu'il eût été bon pour le pays de devoir repasser par une case censure, par une case voire même dissolution? Non, il faut avancer. Et ce que je sais, c'est que la loi spéciale qui est aujourd'hui en vigueur, que nous avons votée en décembre dernier, coûte cher au pays et ne permet pas des dépenses nouvelles. Dans la situation internationale qui est la nôtre, Patrick, renforcer les moyens de la défense, c'est essentiel. Eh bien, ce budget va permettre de le faire. justement, au nom du bon pour le pays, est-ce que vous allez continuer à travailler main dans la main, en tout cas à négocier avec le gouvernement? Sébastien Lecornu a promis un grand texte sur la décentralisation, par exemple, une loi d'urgence sur l'agriculture, un texte pour instaurer une allocation sociale unique, bon ça c'est plutôt pour la droite, un projet de loi pour réformer le statut de la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Est-ce que sur ces dossiers, vous allez dire, ok, on continue, on va régulièrement à Matignon, on négocie avec le gouvernement? Nous n'avons jamais refusé d'aller ou à Matignon ou dans les ministères. Vous évoquez la Nouvelle-Calédonie, moi je suis en lien permanent avec l'exécutif, la ministre, Mme Mouchou, mais aussi le Premier ministre, voire même le président de la République. Donc oui, nous continuons à travailler. Nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes une opposition utile. Et nous essayons d'aller chercher des victoires sujet après sujet. La Nouvelle-Calédonie, nous avons éviter le pire à la Nouvelle-Calédonie par cette consultation qui avait été imaginée par l'exécutif visant à demander un accord des Calédoniens sur les accords de Bougival. Excusez-moi d'être un peu technique. Eh bien, nous avons fait notre œuvre. Être dans l'opposition, c'est ne pas être systématiquement contre. C'est de négocier. Et moi, je revendique ce rôle d'une gauche utile par rapport à celui d'une gauche infertile qui certes saute sur sa chaise en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais notre intérêt c'est celui d'abord des Français. Là, vous pensez à la France insoumise? Je pense très clairement à la France insoumise qui voilà, nous jette en pâture en permanence et qui considère qu'elle a la vérité révélée. Mais moi, je préfère les petits matins productifs que les grands soirs infertiles. Alors, un petit matin, justement, il est 8h46. Patrick Caner, sénateur socialiste du Nord. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va parler de l'aide à mourir. Il va en être question au Sénat. Il en a été question d'ailleurs. Ce sera après le fil info de 8h46 avec Diane Ferchit. Le record absolu battu par Thomas Coville. Le navigateur a franchi il y a 1 heure la ligne d'arrivée du trophée Jules Verne. Le tour du monde en équipage, sans assistance et sans escale. 40 jours et 10 heures de traversée. Il bat de 12 heures le record détenu jusqu'à présent par Francis Joyon. Malgré des températures glaciales, nouvelle manifestation à Minneapolis après la mort d'une seconde personne, un homme tué par la police de l'immigration. L'administration Trump assure qu'il s'apprêtait à mettre en danger les agents. Le maire démocrate en appelle à Donald Trump pour mettre fin aux opérations de la police de l'immigration dans sa ville. Donald Trump qui salue à présent le rôle des soldats britanniques en Afghanistan après avoir déclaré que les alliés de l'OTAN étaient restés un peu loin des lignes de front. Un rétropédalage du président américain alors que ses propos ont provoqué une très vive indignation du Royaume-Uni à l'Australie en passant par la France et l'Italie. Le chargé de l'ambassade de France à Alger convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères en cause un numéro de complément d'enquête diffusé sur France 2 jeudi, émission consacrée à la crise diplomatique entre les deux pays. Alger parle de tissu de contre-vérité, d'une véritable agression contre l'État algérien. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Fontaine, Camille Vigogne-Lecoat. Et nous sommes toujours avec Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat. On voulait justement vous parler de ce qui s'est passé au Sénat cette semaine, avec une majorité de sénateurs qui rejettent la possibilité pour une personne atteinte d'une maladie incurable d'accéder à un produit létal. C'est le fameux article 4 au centre de la proposition de loi pour créer une assistance médicale à mourir qui a été rejetée. Vous dites, le Sénat s'est ridiculisé. Pourquoi ? Ridiculisé, décrédibilisé, c'était un triste soir auquel j'ai participé lors de ces débats. Vous savez, cette aide à mourir dans l'indignité, ce droit à mourir dans l'indignité, c'est quelque chose qui n'est pas récent. C'est en 78 que la première proposition de loi de M. Caillavet a été évoquée en la matière. Puis après, il y a eu la loi sur les soins palliatifs, la loi Kouchner de 2002, etc. Le Sénat n'a pas été à la hauteur.
d'un enjeu de société qui est majeur et dont une immense majorité de Français veut qu'on sorte par le haut. Pardonnez-moi, mais sans rentrer dans la tambouille parlementaire, vous avez aussi voté contre cet article 4 qui finalement a été supprimé grâce au concours des voix des proches de Bruno Retailleau, disons. Très clairement, qui a passé une journée à retourner une partie de son électorat interne au sein du Sénat. Nous avons voté contre parce que l'article 4 n'allait pas assez loin et diminuait fortement tous les acquis de l'Assemblée nationale qui avait abouti à un compromis entre la droite et la gauche sur le sujet dans le cadre des clauses de conscience des uns et des autres. Donc oui, nous savions, tout le monde savait que nous allions voter contre. Mais nous voulions continuer quand même. Et patatras, ce qui s'est passé, c'est que M. Retailleau, lui, a mis fin au débat. Clairement, il a dénué de tout sens cette loi sur l'aide à mourir avec une majorité que je qualifierais de réactionnaire, puisque... Les lobbies religieux sont trop importants aujourd'hui sur ce sujet. Pour être très clair, le texte qui est sorti du Sénat est moins disant que le texte Leonetti Claes de 2016. C'est pour vous dire. Même un retour en arrière. Si bien sûr, bien sûr. C'est terrible. C'est terrible que cette chambre, qui a été parfois progressiste, se retrouve aujourd'hui complètement décrédibilisée par rapport à ce que souhaite. À cause de quoi? On parle beaucoup de la force des lobbies religieux. Écoutez... Ils ont dû agir. Moi, ce que j'ai vu, c'est que M. Retailleau, quand il est intervenu en séance, a dit que pour lui, très concrètement, la loi Leonetti Claes était le maximum qu'il pouvait supporter. En disant soins palliatifs. Mais bien sûr, soins palliatifs. Il faut permettre à ceux qui veulent partir par la sédation profonde et continue, de le faire. Mais il faut aussi permettre à celles et ceux qui ont décidé de nous quitter librement de pouvoir le faire plus rapidement avec un suicide assisté. Madame, moi je vous le dis, vraiment, moi j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que cela dans ma propre famille. Toute personne a le droit de disposer de sa vie. Et donc toute personne a le droit de disposer de sa fin de vie. C'est ça l'idée de ce texte sur l'aide à mourir. Emmanuel Macron évoque régulièrement l'hypothèse d'un référendum pour sortir de cette impasse si jamais au niveau parlementaire on n'y arrive pas. Est-ce que je ne crois pas qu'on puisse répondre par oui ou par non sur un sujet aussi complexe. Et donc je préfère que nous trouvions une solution par la voie parlementaire. Gérard Larcher dit que ça serait une insulte au Parlement. Sûrement pour d'autres raisons, mais moi je préfère que le Parlement aille jusqu'au bout et qu'il puisse entendre tous les partenaires. Le Parlement n'est pas une bulle fermée sur lui-même. Mais vous croyez au compromis encore ? Je souhaite que, et ce que j'ai dit d'ailleurs publiquement au Sénat, le texte va retourner à l'Assemblée nationale, il va être remodifié, une deuxième lecture aura lieu au Sénat, et j'espère profondément que cette fois-ci, nous pourrons trouver un compromis au Sénat qui fasse que la Haute Assemblée soit utile aux Français. On voulait vous parler également d'une nouvelle commission d'enquête que votre groupe lance au Sénat. Colombe-Brossel a présenté une nouvelle commission sur les fondations privées et la vie politique. Bon, clairement, elle vise un homme, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, et son projet Périclès dédié à influencer le débat public. Pourquoi c'était important, selon vous, cette commission d'enquête ? Il n'y a pas que Périclès et M. Stérin. On peut appeler commission Stérin dans la presse. La mouvance MAGA des États-Unis, etc. L'idée, c'est de regarder comment, quand il y a moins de financement pour le secteur associatif, le secteur culturel, le secteur sportif, on regarde comment des fondations privées, des groupes privés sont amenés à être appelés pour obtenir des financements et leur influence sur la vie publique française. Donc nous voulons dégager, on n'est pas sur une culpabilité d'un tel ou d'un tel. Ce que nous voulons, c'est dégager une idée essentiel qui est de dire les fondations doivent servir l'intérêt général et non pas des intérêts particuliers. Pierre-Édouard Stérin avait déjà été convoqué par l'Assemblée nationale dans une autre commission d'enquête. Il ne s'était pas rendu, il avait refusé à deux reprises de s'y rendre. C'est illégal. Vous allez le reconvoquer ? Ah oui, c'est illégal. Nous allons le reconvoquer naturellement et nous mettrons en œuvre toutes les procédures judiciaires pour qu'il puisse respecter la loi de la République. Vous ne cherchez pas le coup politique ? C'est ce que certains vont peut-être vous reprocher. Nous cherchons la vérité et nous cherchons surtout à établir peut-être à repérer les dysfonctionnements qui fassent qu'une proposition de loi venant de cette commission d'enquête puisse faire évoluer les choses. Merci beaucoup Patrick Caner, sénateur socialiste du Nord, d'avoir été avec nous. Merci Camille. On vous retrouve dans les pages politiques du Nouvel Obs et cette interview est à retrouver en intégralité sur la page YouTube de France Info.